Et donc j'appelle le docteur William Robb, donc de Bristol en Angleterre, à venir nous parler des approches mini-invasives de la chirurgie œsogastrique, quelle technique et quel niveau de preuve. Merci William. Ok, merci. Bonjour, Monsieur le Président, messieurs. Je me présente un petit peu au début. Je m'appelle William Robb, un chirurgien irlandais spécialisé dans la chirurgie œsogastrique. Et récemment, j'ai passé 2 ans dans le service de professeur Triboulet et puis professeur Mariette à Lille. Je remercie le professeur Triboulet et Christophe pour cette invitation aujourd'hui. Et c'est vraiment un grand honneur pour moi de présenter devant l'Académie de chirurgie ici aujourd'hui. Et de vous présenter cette conférence sur les approches mini-invasives dans la chirurgie œsogastrique, à quelle technique et quel niveau de preuve. Je ne sais pas si ça avance. Comme ça. On sait que la chirurgie œsogastrique et tout particulièrement l'œsophagectomie est associée à un risque élevé de morbidité et mortalité post-opératoire, notamment du fait de la nécessité d'un abord de plusieurs compartiments. Mais quels sont les avantages en faveur de la chirurgie mini-invasive ? Dans les différentes études ayant évalué l'intérêt de la chirurgie mini-invasive en chirurgie digestive en général, celle-ci était associée avec une perte de sang réduite, moins de morbidité et surtout moins de complications de type respiratoire, une réduction de la douleur post-opératoire, une durée d'hospitalisation plus courte, et bien sûr une récupération plus rapide pour nos patientes. Mais pour les résections des tumeurs, n'importe quel organe solide, il faut être certain qu'avec une approche mini-invasive, on peut aussi reproduire la même résection oncologique. Et quelles sont les limites de l'approche mini-invasive? Avant que l'abord mini-invasif puisse remplacer l'abord conventionnel, il est nécessaire de démontrer que cette approche a au moins une équivalence sur le plan oncologique. Concernant notamment l'étendue du curage ganglionnaire et la survie globale. Et bien sûr, l'introduction d'une nouvelle technique, une nouvelle technique qui est complexe, est associée à la nécessité de résoudre des problèmes techniques. Comment faire le même geste, comment faire le même curage et comment faire l'anastomose. Et en particulier, ne pas transformer une anastomose thoracique en anastomose cervicale du fait de l'abord mini-invasif. Et bien sûr, pour une intervention complexe, il y a toujours une courbe d'apprentissage qui est variable en fonction de la technique qui sera utilisée. En effet, des différentes approches mini-invasives ont été décrites dans l'œsophagectomie, une œsophagectomie de type hybride ou une œsophagectomie totalement mini-invasive. Et parmi ces différentes techniques, certains sont plus difficiles à apprendre que d'autres. Si on veut faire une œsophagectomie par voie mini-invasive, totalement mini-invasive, on a au moins 3 choix. On peut faire une œsophagectomie par voie cilioscopique et thoracoscopique avec une anastomose cervicale, ou on peut faire exactement le même geste mais avec une anastomose intrathoracique, ou c'est possible de faire une œsophagectomie transhiatale sous cilioscopie avec une anastomose au niveau du cou. Ces dernières années, on a également vu l'apparition de quelques techniques de type
hybride. C'est-à-dire, un des deux temps est fait sous cilioscopie ou thoracoscopie, et l'autre est fait par voie ovaire. Et la mobilisation gastrique sous cilioscopie, et puis thoracotomie droite ovaire, avec une anastomose intrathoracique. Et ça c'est la technique qui devient de plus en plus l'intervention de choix pour beaucoup de chirurgiens. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est relativement facile à apprendre, c'est relativement facile à l'enseigner aux chirurgiens qui sont juniors et en apprentissage. On ne doit pas changer la technique de l'anastomose à laquelle le chirurgien est habitué. Et troisièmement, c'est certain qu'on peut faire exactement le même curage au niveau du thorax parce qu'on a un thorax qui est ouvert. Donc, quelle technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme nous allons maintenant voir à ce jour, comme pour les résections par voie ouverte, la médecine basée sur les preuves ne permet pas de privilégier une approche par rapport à une autre. Donc, quel niveau de preuve en faveur d'une osorhectomie mini-invasive? À ce jour, le niveau de preuve en faveur de l'osorhectomie par voie mini-invasive est relativement faible. Les études publiées à ce jour sont, pour la plupart, rétrospectives, monocentriques, souvent sans un groupe de contrôle, et plusieurs de ces études ne dérivent pas leurs résultats oncologiques, et plusieurs différentes techniques chirurgicales sont utilisées. Au total, il est nécessaire de réaliser des études prospectives et randomisées sur ce sujet. Maintenant, je vais vous montrer deux méta-analyses récentes. La première méta-analyse publiée en 2010 dans le journal Surgical Endoscopy, c'était une méta-analyse comparant une osorhectomie totalement mini-invasive avec une technique hybride et l'osorhectomie par voie ouverte. Cette méta-analyse inclut 2 études rétrospectives avec plus de 1000 osorhectomies en total. Et l'objectif primaire de cette analyse était une analyse de la mortalité à J30 et le taux de fistule anastomotique. Et les objectifs secondaires étaient les résultats périopératoires, la morbidité post-opératoire et les résultats oncologiques. Première analyse de cette méta-analyse, on voit ici un tableau qui compare la technique totalement mini-invasive avec une résection par cilioscopie et thoracoscopie versus une résection conventionnelle par voie ouverte. Et concernant l'objectif primaire, le taux de fistule anastomotique et la mortalité à J30, pas de différence entre les deux approches. L'objectif secondaire, moins de perte de sang pendant l'intervention et une récupération plus rapide chez les patientes qui ont bénéficié d'une intervention de type mini-invasif. De plus, il est noté moins de complications respiratoires dans le groupe mini-invasif et concernant le nombre de ganglions prélevés, une équivalence entre les deux techniques. Deuxième analyse de cette méta-analyse, c'était une comparaison entre une technique hybride et une résection par voie ouverte. Et concernant l'objectif primaire, le taux de fuite anastomotique est noté que le moins de fuite anastomotique après une résection de l'œsophage par une technique hybride mais une équivalence en termes de la mortalité post-opératoire. Et concernant les objectifs secondaires, encore une fois, moins de perte de sang après une résection hybride et moins de complications respiratoires. Et encore une fois, concernant le nombre de ganglions prélevés, il est noté une absence de différence significative entre les deux approches. Deuxième méta-analyse, publiée dans le Archives of Surgery en 2012, c'est une méta-analyse des études comparant une technique totalement mini-invasive et une osorhectomie par voie ouverte
avec une exclusion des études des ophégectomies de type hybride. On a 16 études rétrospectives qui sont incluses, avec encore une fois plus de 1000 ophégectomies par les deux voies. L'objectif primaire de cette méta-analyse est une analyse des résultats oncologiques. Ce tableau nous montre le nombre de ganglions prélevés dans le groupe mini-invasif versus le groupe ouvert. Et dans toutes ces études, avec un résultat significatif, sauf une, l'étude par Loretal, à gauche là, il y a plus de ganglions prélevés dans le groupe totalement mini-invasif que dans le groupe après une résection par voie ouverte. Néanmoins, je crois que c'est important de noter que le nombre de ganglions prélevés dans plusieurs études sont souvent inférieurs à 15, voire à 10, et ça c'est bien en décalage du standard actuel pour une ophégectomie. Donc ceci pose une question de la qualité de la résection oncologique dans plusieurs de ces études. Malgré ce fait, la méta-analyse de ces études montre qu'il y a plus de ganglions prélevés dans le groupe ophégectomie mini-invasif. Et pas de différence en termes de survie à 3 ans pour les 5 études qui nous donnent cette information. Et c'est la même chose à 5 ans aussi, pas de différence. Résumé de ces deux méta-analyses, il semble qu'une approche mini-invasive soit associée à une morbidité post-opératoire réduite, une mortalité post-opératoire comparable, un curage au moins comparable et sinon meilleur, et une survie globale équivalente. Et nous avons publié en 2012 une revue de la littérature exhaustive sur ce sujet qui retrouvait les mêmes résultats. Mais il faut rappeler que toutes ces données viennent d'études rétrospectives et monocentriques avec souvent une remise en question de la qualité de la résection. Qu'en est-il maintenant les essais randomisés sur ce sujet? Il y en a 3 qui sont d'intérêt. L'essai TIME, un essai hollandais dont les résultats ont été publiés dans le Lancet en 2012. L'essai MERO, un essai français coordonné par professeur Mariette, dont les inclusions viennent de se terminer et dont les résultats vont être publiés prochainement. Et à Bristol, où je travaille en ce moment, un essai de phase 2, 3 et encore, qui s'appelle Romeo. Et c'est un essai de phase 2, 3 qui vient de commencer, qui va comparer les 3 techniques. Les résultats de l'essai TIME étaient publiés en 2012, comme j'avais dit, et c'était un essai randomisé qui s'est déroulé dans 5 centres en Europe, et chaque centre devrait faire plus de 30 résections par an. Et cet essai comparait 29 patients qui ont bénéficié d'une ophégectomie mini-invasive avec une mobilisation gastrique sous cilioscopie et puis résection de l'œsophage par thoracoscopie droite, et plus ou moins une cervicotomie si l'anastomose était faite au niveau du cou. Et 56 patients opérés par voie ouverte, une laparotomie, thoracotomie droite, plus ou moins cervicotomie. De l'intérêt, le mode de ventilation pour chaque groupe était différent, avec le poumon droit exclu pendant une thoracotomie ouverte, mais pas pendant une résection mini-invasive. Malgré ce fait, l'endpoint primaire était le taux d'infection pulmonaire respiratoire pendant les premières 2 semaines post-opératoires, et avec un endpoint secondaire, la morbidité et mortalité post-opératoire, et bien sûr les résultats oncologiques aussi. Concernant l'objectif primaire, les résultats étaient significativement en faveur du groupe mini-invasif. On peut voir ici que le taux d'infection pulmonaire dans les premières 2 semaines était 29% chez les patients qui ont eu une résection ouverte, et c'était seulement 9% après une ophégectomie mini-invasive.
Concernant les objectifs secondaires, le nombre de ganglions prélevés et le taux de résection R0 est équivalent entre les deux groupes, et de même que le risque de mortalité post-opératoire. Suite à cette publication, nous avons envoyé une lettre à l'éditeur au Lancet soulevant les remarques suivantes. Plusieurs variables qui auraient pu avoir un effet sur l'objectif primaire n'ont pas été étudiées, la malnutrition, le tabagisme et les comorbidités pulmonaires. Le mode de ventilation pulmonaire n'était pas le même en fonction des groupes et il n'y a pas d'analyse multivariée pour tester si l'œsophagectomie mini-invasive a un effet indépendant sur les suites post-opératoires. Et aussi, le taux d'infection pulmonaire est élevé après œsophagectomie par voie ouverte, c'était 34%, et possiblement du fait du taux élevé de paralysie du nerf récurrent, 14% dans le groupe ouvert et seulement 2% dans le groupe mini-invasif. Donc, les résultats de l'expérience de l'équipe lilloise ont été publiés en 2012 dans le British Journal of Surgery. L'hypothèse de ce travail était que la gastrolyse sous cilioscopie diminue les complications respiratoires majeures sans compromettre les résultats oncologiques. Et à partir de 372 patients, les auteurs ont 140 patients qui ont eu une œsophagectomie de type hybride avec une mobilisation gastrique sous cilio et 140 patients d'après une œsophagectomie par voie ouverte. En réalisant une étude cas témoin, c'est-à-dire en rendant les deux groupes comparables sur différents facteurs, le score ASA, âge, sexe, dénutrition et des autres facteurs. Les résultats, on voit dans ce tableau ici, nous montrent que chez les patients ayant eu une approche hybride avec mobilisation gastrique sous cilio, les taux de morbidité et mortalité post-opératoire étaient réduits avec moins de complications pulmonaires et notamment de complications pulmonaires sévères. De plus, en analyse multivariée, la technique hybride avec mobilisation gastrique sous cilio était un facteur protecteur, un facteur indépendant protecteur contre les complications pulmonaires majeures. Et concernant les résultats oncologiques, on trouve une équivalence en termes de nombre de ganglions qui sont prélevés et les marges de résection. Suite à cette étude rétrospective, professeur Mariette a coordonné un essai randomisé pour comparer une œsophagectomie hybride à l'œsophagectomie par voie ouverte. Et c'est the Mirror Trial est un essai randomisé qui s'est déroulé ici en France. C'est un essai comparé résection par gastrolyse sous cilioscopie et thoracotomie ouverte. L'endpoint primaire est le taux de morbidité majeur à J30 et les objectifs secondaires, ce sont le taux de morbidité, la mortalité et les complications pulmonaires à J30, la survie sans récidive et la survie globale, une analyse de la qualité de vie et aussi une analyse médico-économique. Et on attend les résultats qui vont être publiés prochainement. Troisième essai randomisé, c'est un essai à Bristol, qui commence à Bristol où je travaille en ce moment. Ça s'appelle The Romeo Trial, Randomized Esophagectomy, Minimally Invasive or Open. En ce moment, c'est en phase 2. Phase 2, c'est une étude de faisabilité et le développement de techniques pour phase 3. Et c'est une étude, un essai qui va comparer les trois techniques, une résection totalement mini-invasive avec une technique hybride avec mobilisation gastrique sous cilio et une œsophagectomie par voie ouverte. Sur résumé, les résultats des études rétrospectives regroupées dans 2 méta-analyses suggèrent qu'une approche mini-invasive ou hybride réduit la morbidité post-opératoire sans compromettre les résultats oncologiques.
Et les résultats de ces études rétrospectives sont à interpréter avec précaution de fait de nombreux biais. Une seule étude randomisée publiée sur ce sujet à ce jour, l'essai Time, avec les limites que nous avons soulignées au cours de cette présentation. Et on attend les résultats de Mero avec impatience. Et la poursuite d'essais randomisés sur le sujet est nécessaire pour confirmer les avantages de l'œsophagesectomie mini-invasive avant qu'elle ne devienne un standard. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci William pour cet effort. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'anglophones qui auraient pris le micro et auraient eu le courage de parler pour faire une conférence en français. Donc un grand merci, c'est un vrai honneur pour nous. Donc si on résume ton intervention avant de donner la parole à la salle, on comprend qu'il y a de la littérature sur le sujet, qu'il y a des résultats qui sont plutôt en faveur, mais qu'il y a de nombreux biais, notamment liés au caractère rétrospectif et aux petits effectifs des études, que finalement il n'y a pas tant d'études que ça randomisées qui ont été lancées dans le monde pour essayer d'évaluer cette technique, notamment les grands centres américains de Pittsburgh n'a pas lancé d'essais randomisés, alors que je pense que c'était particulièrement intéressant dans leur pays, et que finalement, le seul essai randomisé qu'on a, tu l'as souligné, laisse quand même, du fait du petit effectif, des hypothèses qui sont très optimistes et des résultats, je dirais, un peu extrêmes, notamment avec, vous l'avez vu, des taux de complications extrêmement élevés dans un bras et anormalement faibles dans l'autre bras, laisse un petit peu de doute quant à la véracité de ces résultats et à leur reproductibilité. Donc du coup, effectivement, on attend d'autres expériences européennes et vous avez ici les différents investigateurs de ces essais. Monsieur Lenoir. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre français et cette communication qui était parfaite et très complète. Je voudrais vous poser une question et faire un commentaire. La question concerne une intervention par thoracoscopie, donc mini-invasive. Il y a une façon de faire l'œsophagectomie qui paraît intéressante, c'est sur le malade en décubitus ventral. Parce que sur le malade en décubitus ventral, on voit parfaitement la gouttière ésophagienne et on n'est pas gêné par le sang. Vous n'avez jamais évoqué cette possibilité et je crois que ça a été proposé d'abord par Smithers à Brisbane et puis aussi surtout par un chirurgien indien dont le nom m'échappe. Ça, c'est la question. Le commentaire, il y a un quatrième essai randomisé qui a comparé les voies mini-invasives et ouvertes, qui a été faite justement par Smithers à Brisbane dans les années 2000. C'était une étude monocentrique sur 200 malades qui montrait en gros pas de différence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même pas mal de complications pulmonaires dans le bras mini-invasif. Merci, monsieur. Donc, en réponse à votre question, la position pendant l'opération en ce moment en Angleterre, dans le centre où je travaille, on fait les résections mini-invasives par thoracoscopie avec le patient dans une position entre latérale et ventrale. Et la raison pour ça, c'est la vision, c'est plus clair si le patient est vraiment ventral. Mais si on a un saignement important, c'est un peu plus difficile de répondre dans cette situation. Donc si on reste un petit peu latéral, on peut avoir accès au thorax plus facilement. Et ça, c'est pour moi, je crois que la position idéale, c'est ventral, mais avec ce souci. Merci. Jacques Beaulieu. Alors j'ajoute mes compliments à ceux qui ont été donnés par Bernard Launois, bien sûr. Je voulais vous poser une question. Il me semble que ce qui a modifié pour moi l'ambiance de la chirurgie dans les dernières années où je l'ai pratiquée, c'est la pratique de la radiochimiothérapie préopératoire, qui modifie totalement la morbidité post-opératoire, que ce soit les fistules ou les complications pulmonaires. Est-ce que vous avez pris ce critère en compte dans les études randomisées, de façon à ce qu'il y ait autant de malades avec radiochimiothérapie et avec la même technique de radiochimiothérapie dans les deux groupes? Oui, la seule étude qui a été faite, l'essai Time,
Les patients qui ont reçu un radiochimio sont inclus dans cet essai. Je ne pense pas. Pourtant qu'il y en ait autant et de la même manière dans les deux. Oui, voilà. Oui, non, je pense. Mais je crois qu'en ce moment, on n'a pas vraiment l'évidence que le radiochimio augmente le taux de fistule anastomotique. On n'a pas vraiment l'évidence que le radiochimio augmente le taux de complications respiratoires aussi. Donc c'est une bonne question. Je comprends bien votre remarque, mais en même temps, les issues là sont pas claires. Monsieur Lobel. Lobel, urologue. C'était d'abord pour vous féliciter l'équipe de Lille qui vous a enseigné à la fois les techniques de la chirurgie de l'œsophage, mais aussi le français, c'est formidable. Et moi, j'ai été impressionné par votre souci en permanence de démontrer l'avantage de la voie mini-invasive sur la voie traditionnelle ouverte. Et je pense que l'Académie devrait réfléchir à ce sujet parce que je trouve que c'est très difficile de donner des résultats oncologiques à long terme maintenant, dans une période où tout change si vite, parce que quand vous parlez des malades aujourd'hui, ils ne sont en aucun cas comparables dans ce que vous faites à ce que vous avez fait il y a 5 ans. De sorte que, y compris les résultats sur le poumon et sur beaucoup d'autres choses, alors il me semblerait qu'une réflexion aujourd'hui, de façon générale, sur comment donner des résultats à long terme avec les nouvelles techniques pourrait être envisagée, et comment pouvoir donner les avantages d'une nouvelle technique sans, en la comparant aux anciennes, mais sans avoir à tenir compte de ce facteur évolutif. Juste pour souligner que vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que là, les essais randomisés ne se focalisent que sur les résultats à court terme, alors qu'on parle de cancer, d'un cancer qui est extrêmement grave, et pour l'instant, personne ne s'inquiète des résultats oncologiques, qui est quand même la clé du problème. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a une espèce de, peut-être d'hypocrisie, en tout cas dans l'évaluation de l'innovation, ne pas aller évaluer le résultat au long cours. Oui. En attendant, je vous pose une petite question concernant le nombre de ganglions. Dans une étude, vous nous avez montré une différence significative avec plus de ganglions prélevés par voie cœlioscopique que par voie ouverte. Quelle est votre interprétation? Je crois que dans les études qui sont incluses dans ces méta-analyses, c'est, comme j'ai dit, il y a beaucoup des études où il y a moins de 15, moins de 10 ganglions qui sont prélevés dans toutes ces études qui sont incluses. Donc ça c'est pas le standard actuel en ce moment, et je crois que le standard de ces études sont relativement faibles. Et ça c'est... Voilà. Merci. Oui, Patrick Lozac, juste un petit peu dans ce sens-là, j'imagine que dans les études prospectives que vous faites, vous ne mélangez pas les épidermoïdes et les adénocarcinomes. Sinon, ça deviendra compliqué dans le futur de comparer quand même les résultats carcinologiques. Première notion. Deuxièmement, j'imagine que vos paralysies récurrentielles que vous rapportez là, c'était donc délibérément des voies cervicales du point de vue anastomotique, parce que je ne vois pas comment on peut avoir un taux de paralysie récurrentielle comme ça après un Lewis. Et puis enfin, et pour confirmer ce que vous venez de dire, il ne faut pas commencer à rentrer dans des grandes études prospectives où on sait déjà qu'on est mauvais sur le plan carcinologique au départ en nombre de ganglions, parce qu'on continue en matière de cardia par exemple à porter sur nos épaules la contradiction avec des études chirurgicales, pardonnez-moi, souvent, dont une est irlandaise, qui sur le plan chirurgical n'était pas suffisante sur le plan carcinologique. No comment, please. About the Walsh trial, I guess that's no comment to do. Merci beaucoup. On va passer à la communication suivante. Thanks a lot, Will, for your